Je m'appelle Simon, je suis de Montreuil, je fais un doctorat en sciences politiques CNRS et aujourd'hui je vais vous parler d'Emiliano Zapata, qui était un très grand révolutionnaire mexicain. Emiliano Zapata est né le 8 août 1879 dans un petit village qui s'appelle Anenecuilco, au sud de Mexico, dans l'état de Morelos. Il naît dans une famille libérale, son père a combattu les armées françaises quand elles ont essayé d'envahir le Mexique, ce qui a eu lieu même si on en parle peu. Une famille de petits propriétaires terriens, donc c'est pas non plus des grands propriétaires richissimes comme les hacenderos, mais c'est pas non plus des peones. Qu'est-ce que c'est les peones ? Littéralement, ça veut dire pion. C'est des paysans sans terre qui travaillent dans des conditions de quasi-esclavagisme dans ces grandes haciendas, ces immenses propriétés terriennes et qui sont retenues par la dette. Zapata, il va grandir dans un Mexique où on trouve 14 millions d'habitants, dont 80% de la population vit en zone rurale et où l'immense majorité sont ces peones. À l'époque où il grandit, on a un boom de la canne à sucre, ce qui fait que les haciendas vont s'étendre et les grands propriétaires terriens vont progressivement spolier les terres communales des paysans. Donc Zapata, qui en 1909 est élu président de la Junta de Defensa, si vous voulez c'est un type de chef de village, ce qui lui permet de parler un peu au nom de tous, va entreprendre un combat contre ces grands propriétaires terriens. Et là il va se rendre compte de deux choses fondamentales pour la suite de son combat. C'est d'une part que les élites politiques sont complètement liées avec les élites économiques, et d'autre part, il est spectateur de la répression atroce qui s'abat sur les paysans dès lors qu'ils essayent de lutter contre ça. Donc Zapata va se radicaliser, il va prendre les armes, il va s'entourer d'un groupe d'hommes en armes, et ensemble ils vont aller mener des opérations de récupération de ces terres au cri de « La tierra es de quien la trabaja », ce qui signifie « la terre appartient à celui qui la travaille ». Alors, au niveau politique, qu'est-ce qui se passe ? On est au Mexique, et en 1910, il y a un homme qui est au pouvoir depuis 34 ans, qui s'appelle Porfirio Díaz, qui gouverne de manière dictatoriale, d'une main de fer, et qui cette année-là vient de se faire réélire pour la 8e fois, ce qui commence à faire un peu grincer des dents. Et donc, il y a un mouvement révolutionnaire qui va se mettre en place contre sa réélection. Et ce mouvement révolutionnaire, on trouve à sa tête un homme qui s'appelle Francisco Madero, qui est un intellectuel libéral bourgeois, et qui, au cri de no réélection, pas de réélection, c'est d'ailleurs pour ça qu'encore aujourd'hui au Mexique, on ne peut pas faire plus d'un mandat présidentiel, Zapata va le rejoindre en se disant que c'est lui qui représente son meilleur espoir de voir advenir la transformation radicale pour laquelle il se bat. Díaz, qui aurait dit j'étais tranquille jusqu'à ce que le Sud ne se soulève, va rapidement fuir le pays. D'ailleurs, il va passer beaucoup de temps en France, en exil, qui va l'accueillir les bras ouverts. Et va le remplacer Francisco Madero. Donc le 6 novembre 1911, après une courte période de gouvernement provisoire, Francisco Madero est élu triomphalement. Et dès son arrivée au pouvoir, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller dans le Morelos, il va aller voir Zapata, il va lui dire là, il faut que tu déposes les armes, la révolution est finie. Ce à quoi Zapata répond, c'est hors de question, la révolution prendra fin lorsque les terres communales auront été restituées à leurs propriétaires légitimes. Et il le fait en disant sin justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Sans justice pour le peuple, qu'il n'y ait pas de paix pour le gouvernement. Ça, c'est un axiome qui est repris dans des luttes très importantes aujourd'hui en France. Et je pense là au comité Adama et au dicton « pas de justice, pas de paix ». Donc le combat continue, mais le fait est que en fait, Madero va se faire assassiner par un tout autre personnage qui s'appelle Huerta, qui est un général assez sanguinaire d'ailleurs. Et du coup, le fait que Huerta mette en place ce coup d'État va redéclencher la révolution. Et là, on a une révolution qui se met en place avec 3 composantes. Donc on a Zapata au sud. Au nord, on a un homme qui s'appelle Pancho Villa, qui est un, si vous voulez, bandit de grand chemin. On dit qu'il volait du bétail aux grands propriétaires terriens pour ensuite aller le revendre en scred aux États-Unis. Ce qui va lui donner cette image de Robin des Bois mexicain quelque part, mais à côté de ça, c'est aussi un génie militaire. Donc au nord, Pancho Villa, au sud, Zapata, et on a un autre groupe qui est celui mené par Venustiano Carranza, qui est le groupe des constitutionnalistes, qui représente cette frange un peu libérale, bourgeoise de la Révolution. Donc s'engagent des combats très violents entre Pancho Villa au nord et Huerta. D'ailleurs, c'est pour lui la chanson La Cucaracha très connue. La Cucaracha qui n'arrive plus à marcher parce qu'elle a plus de marijuana à fumer, on dit qu'il était addict à la marijuana. Huerta va d'ailleurs essayer de soudoyer Zapata, parce qu'il est en difficulté avec ses combats face à Villa, et il va envoyer 2 émissaires à Zapata pour négocier avec lui, ce à quoi Zapata va répondre « Prefiero morir de pie que vivir a rodillas », ce qui veut dire « je préfère mourir debout que de vivre à genoux ». Et il va faire quelque chose qu'un certain Toussaint Louverture avait fait
un petit peu plus d'un siècle auparavant, lorsqu'il avait renvoyé la tête des 2 émissaires napoléoniens à l'envoyeur, et donc Zapata va faire exécuter les 2 émissaires de Huerta et dire non, la révolution continue. Du coup, Huerta va pas tenir très longtemps au pouvoir et il s'enfuit. En décembre 1914, l'arrivée de Pancho Villa et d'Emiliano Zapata dans la capitale de Mexico City. Il y a une photo qui est très célèbre, où on voit Pancho Villa assis sur le trône présidentiel et Zapata à ses côtés. On dit que Pancho Villa avait dit à Zapata, vas-y, assieds-toi, sur le trône donc, et Zapata aurait répondu, ni modo, n'y pense même pas, je ne veux pas de cette place-là. Ce qui participe de la construction du mythe de Zapata comme un héros incorruptible, presque allergique au pouvoir. Villa retourne au nord, Zapata retourne au sud, et Carranza va prendre le pouvoir, va s'arroger le pouvoir, et il va régner de 1915 à 1920. Pendant cette période, et notamment jusqu'à 1916, Zapata va créer dans l'état du Morelos une zone indépendante, particulièrement intéressante pour quiconque essaye de penser la société autrement, parce qu'il va mettre en place des institutions judiciaires, politiques, éducatives, il va battre sa propre monnaie, ils vont mettre en place un partage des terres communes, un partage des richesses, bref, une expérience particulièrement intéressante aussi parce qu'elle rassemble les 2 grandes composantes du mouvement zapatiste, qui sont à la fois ces paysans sans terre qui vont garder les armes en cas d'attaque extérieure, mais qui continuent à travailler la canne à sucre pour alimenter l'effort révolutionnaire, et d'autre part, on va avoir l'arrivée d'ingénieurs et d'intellectuels notamment, qui viennent de l'extérieur de Morelos, qui vont être en charge de rédiger des papiers, des communications, négocier les alliances, et qui en fait vont donner toute une charge anarcho-syndicaliste, libertaire au zapatisme, charge qu'il a encore aujourd'hui. Pendant ce temps-là, Carranza se bat contre Pancho Villa, qui n'est pas du tout d'accord avec la prise de pouvoir de Carranza, et il va finalement le vaincre via son armée qui part en déroute. Et une fois vaincu, Villa, Carranza descend vers le sud et il décide d'attaquer le Morelos de Zapata. Les attaques étaient d'une telle violence, si vous voulez, je vous le dis parce que je sais que vous avez une rubrique qui s'appelle Street Words. On a inventé un mot à ce moment-là dans le Morelos qui dit carrancear, du nom de Carranza, ce qui signifie piller, détruire, violer, massacrer. Donc ça vous dit un petit peu la manière dont ça se passait. Les combats vont continuer jusqu'à un mois d'avril 1919 où Emiliano Zapata va tomber dans une embuscade et mourir le corps criblé de balles. L'homme qui a organisé cette embuscade, qui s'appelle Jesus Guajardo, va être largement récompensé personnellement par Carranza, qui va le faire nommer général et qui va lui donner 50 000 pesos, l'équivalent de 37 kilos d'or quand même. Zapata meurt en avril 1919, mais dans le Morelos et partout dans le Mexique, on continue à dire Zapata vive. Zapata n'est pas mort, il est allé se battre pour d'autres peuples, et il reviendra se battre pour les paysans sans terre. Pourquoi est-ce que je vous parlais de Zapata aujourd'hui? Déjà, parce que parler de Zapata, ça m'a permis de parler de la révolution mexicaine, qui est une révolution qui est éminemment importante parce qu'elle ouvre le cycle des grandes révolutions avant même la révolution de 1917. Et aussi parce que c'est une révolution qui me semble particulièrement passionnante pour tous ceux qui pensent un petit peu les processus révolutionnaires, parce que elle permet de montrer les luttes internes au mouvement révolutionnaire. Et on a souvent cette image des révolutions comme d'un mouvement unifié, des pauvres, des dominés qui vont se battre de manière unie contre les puissants et les riches. Et en réalité, ce dont on se rend compte et que montre bien l'exemple de la révolution mexicaine, c'est que des puissants, on en trouve beaucoup à l'intérieur même des mouvements révolutionnaires, et il se trouve que c'est généralement eux qui arrivent à prendre le pouvoir à la fin. Le parti politique qui s'appelle le PRI, le Parti révolutionnaire institutionnel, qui va garder le pouvoir de manière hégémonique pendant 80 ans après la Révolution, va intégrer la figure de Zapata dans son panthéon, dans son imaginaire, dans son discours national. Donc, on se retrouve dans une situation où c'est les héritiers du même groupe qui ont fait assassiner Zapata pour ses idées et pour mettre un terme à sa lutte, qui vont se revendiquer de la descendance de Zapata pour légitimer leur place au pouvoir. Et il me semble que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la plus grande partie des processus révolutionnaires, des grandes révolutions, qui, lorsqu'elles sont victorieuses, sont toujours aussi en partie confisquées. On retrouve également dans le cas français et dans la construction d'un récit national en France, parce que je ne suis absolument pas certain que l'ensemble des révolutionnaires de 1789 se battaient pour la mise en place du système politique, économique, social qui a été mis en place par la suite et qui l'est encore aujourd'hui. J'espère que ce petit détour par Zapata et la révolution mexicaine offrira des éléments de réflexion à quiconque aujourd'hui se place dans une démarche révolutionnaire.